Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de pardonner? Quel est le sens de sa vie quand on n'est pas maman? On a le droit d'être en colère. It's okay, it's you. J'ai pas d'enfant, donc porter un enfant, c'est physique, très troublant. J'ai décidé de me foutre un peu la paix. Je me dis, C'est fou, hein. Il y a tellement de choses qui m'énervent. Vous l'avez déjà regardé, votre sexe? je veux tout et c'est pas toujours simple. J'ai vu le courage qu'il faut pour parler. C'est beau, c'est chouette. Il y a une transformation, c'est magique. Bienvenue chez Pop Stories. Vous savez, il y a des films qu'on veut absolument aimer, tellement on aime leurs sujets et leurs interprètes. Alors on s'assied dans la salle, dans le noir, et on croise les doigts pour être embarqué par l'histoire et chopé par l'émotion. La Maison des femmes est de ces films-là. Et vous dire que j'ai été touchée serait minimiser l'effondrement lacrymal dont j'ai été victime tout au long de ce si beau film. Est-ce parce qu'il défend l'importance de l'écoute, la puissance d'une parole accueillie sans jugement, la responsabilité immense de celles et ceux qui soignent, accompagnent, soutiennent? Est-ce parce qu'il parle de femmes blessées, mais surtout de femmes debout, de collaboratrices qui se soutiennent, de sœurs qui se battent pour d'autres sœurs? La Maison des femmes est un film juste, intelligent, sensible, militant. C'est un film sur la réparation, sur la dignité, sur le courage collectif. Et c'est un film qui va vous plaire, je le sais. Alors je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, Mélisa Godet, toi qui l'as réalisé, et Laetitia Doche, dont l'interprétation m'a réjouie et bouleversée. Les filles, bienvenue chez Pop Stories. Merci beaucoup. Incroyable ces mots sur ce film. On est bien accueillis. On est très... moi, je suis très touchée. Alors déjà, Mélisa, je voudrais savoir pourquoi t'être emparée de ce sujet, pourquoi avoir eu envie de réaliser ce film. Raconte-moi un peu dans les grandes lignes la genèse de ce projet, s'il te plaît. Eh bien, le premier contact que j'ai avec la Maison des femmes, c'est en écoutant la radio un matin. J'entends Rada Hatem, la fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis, expliquer comment elle est parvenue à faire sortir cet endroit de terre et ce qu'elle y fait avec ses équipes. Et l'idée incroyable qu'elle a eue de proposer dans un endroit unique aux femmes victimes de violences tout ce dont elles peuvent avoir besoin pour se relever. Et comme femme et citoyenne, je me dis que cette femme est un génie. Voilà, clairement, Absolument. à ce moment-là. Je dis que confirme. c'est une idée évidente, mais que cette femme est un génie d'être parvenue à la mettre en œuvre. Et comme scénariste, je me dis que ça ferait un film incroyable. Ça allume tout de suite plein d'ampoules dans ma tête des films que j'aime voir et des films que j'ai envie de faire. C'est-à-dire un film choral, un film avec du fond, un film lumineux aussi. Oui. Donc je me dis, je travaille beaucoup sur d'autres choses en me disant, je croise les doigts pour que personne s'empare du sujet avant que je sois prête. Et toi, Laetitia, alors comment t'es arrivée sur ce projet? Est-ce que tu connaissais la Maison des femmes? Tu connaissais Rada Hatem et son travail? Pas du tout. Pas du tout. Je suis arrivée parce que j'ai reçu ce bijou de scénario et c'était magnifique, très 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 bien écrit. Et puis, il y a un truc qui s'est passé dans mon ventre. J'ai dit, ça, j'ai vraiment de la chance que ça vienne. Ça, c'est ma place. Ouais. Ça représente tout ce pourquoi je fais ce métier. Défendre des causes importantes. Parler de la violence faite aux femmes. C'est quelque chose qui est très important pour moi. J'étais aussi... plein de raisons. Et après, j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps sans trop déranger à la Maison des femmes. Et de rencontrer génial. Rada, rencontrer toute l'équipe. Et j'ai vu des personnalités, mais comme je trouve tu le rends dans le film, des femmes très différentes, très fortes. Et puis, les patientes m'ont beaucoup surprise aussi. Oui, il doit se passer des choses dans ces salles de consultation assez inimaginables et effectivement qui transpercent nos cœurs de femmes. Oui. Et c'est d'ailleurs extrêmement bien retranscrit dans le film avec toutes ces patientes qui défilent devant cette équipe de soignantes dont on va quand même citer les interprètes parce que Laetitia, tu es là aujourd'hui, mais il y a Karine Viard donc, qui interprète Rada Hatem, il y a Aya Aïdara, Oulaya Amamra, Laurence Stocker, Pierre Deladonchamp, Juliette Armanet qui a un petit rôle de psy, qui est formidable aussi, Horatika qui en Magnifique, 2 scènes
Oui. en Attica, quoi. On Magnifique. la voit pas venir, et puis elle nous scotche vraiment en 2 séquences, ce qui est assez fortiche. Donc c'est vraiment le film choral dont tu rêvais. C'est vrai qu'on était souvent très nombreuses, et je vais dire beaucoup au féminin, parce qu'à vrai dire, on a des hommes formidables dans le film, mais ils sont en minorité. Oui. On a souvent été très nombreuses sur le plateau, mais en vrai, c'était pas difficile à diriger cette équipe merveilleuse, d'abord parce que ces actrices sont incroyables. Et en plus, toutes les patientes sont des actrices. Sont des actrices professionnelles. Et toutes, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Et ce qui était beau, moi, quand j'ai vu le film, c'est que, en fait, il y a une diversité de la féminité dans ce film. Parce que ces actrices, même les gens demandent souvent, est-ce que c'est vraiment des actrices ? Parce que peut-être le physique des femmes au cinéma, parfois, est un peu stéréotypé dans certains rôles. Et là, Mélisa, elle fait exploser la représentation de la féminité. Ah ouais. Et voilà, je trouvais qu'il fallait qu'on nous dise ça. Ah ouais. T'as raison de le dire, Laetitia, parce que ça fait du bien de voir toutes ces représentations de la femme, tous ces physiques, toutes ces couleurs de peau, toutes ces façons d'être corporellement, tous ces regards différents. Et c'est vrai qu'elles sont confondantes de réalité. Enfin, on se demande même, effectivement, moi, plusieurs fois, je me suis demandé si c'était des actrices professionnelles ou des patientes comme ça que vous aviez peut-être castées de manière un peu sauvage. Mais non, ce sont des actrices. Ce sont des actrices. Elles sont formidables. Formidables. Oui. Alors, je vais vous montrer quelques archives pendant cette interview, parce que je trouve ça bien de voir aussi le chemin parcouru depuis toutes ces années que les violences faites aux femmes existent dans la sphère publique. Je vais commencer par une archive qui date de 1978. N'en riez pas. Les femmes battues, oui, cela existe. C'est pour dénoncer cette forme de violence que le refuge SOS Femmes vient d'être créé à Clichy. Il fonctionne comme un service d'urgence et peut éviter que des situations intolérables se terminent en tragiques faits divers. Cas d'espèce, direz-vous. Elles sont des milliers à subir des sévices dus à l'alcoolisme, aux troubles nerveux, à la jalousie. Ah, on a un peu creusé les causes, j'ai l'impression. On ne dirait plus aujourd'hui c'est dû à l'alcoolisme, à la jalousie, aux problèmes nerveux. On essaierait de parler de l'emprise. Puis on n'attaquerait pas en disant ne riez pas. Bah non, on rit pas. Apparemment non. Mais... Ça vous fait quoi de voir ces images ? Et on a avancé et on n'a pas avancé, je sais pas. Ça met un endroit bizarre sur le traitement. Médiatique, évidemment, on ne présenterait plus un sujet comme ça. Ça, c'est sûr, et tant mieux. Et après, sur la concrétude des choses, qui est le nombre de féminicides chaque année et le nombre de femmes victimes de violences, est-ce que vraiment on a avancé ? Je ne crois pas. Voilà. Et puis, ces endroits existent encore. On a encore besoin d'endroits comme ceux-là. Voilà, il n'y en a pas assez. Il faut en ouvrir d'autres. Et c'était en 78. Ouais, c'est ça. Donc on en parle mieux, mais le problème, il reste là. Il faut bien comprendre que les femmes victimes de violences, c'est dans tous les milieux sociaux. Et ça m'a rappelé quand j'étais là-bas, ces patientes, en fait, j'ai vu le courage qu'il faut pour parler et pour imaginer qu'on puisse sortir d'un climat violent, et que ça c'est dans tous les milieux sociaux. Oui, les phénomènes d'emprise, ils sont partout les mêmes. Exactement. D'où qu'on vienne et où qu'on vive, quoi. Donc, La toute première phrase du film, elle est prononcée par une femme dans un cercle de parole. On m'a dit que pour avancer, faut pardonner, mais j'ai pas envie. J'ai le droit d'être en colère. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de pardonner, vous ? Et qu'est-ce qui vous met en colère ? C'est une question très très large, parce qu'il y a tellement de choses qui m'énervent, vous ne pouvez pas savoir. C'est moins par rapport à moi, finalement. Moi, j'arrive à pardonner à une personne, de l'individu à l'individu. Par contre, je pardonne très peu au gouvernement. Je pardonne très peu quand on attaque les droits fondamentaux, quand on attaque le service public, quand je vois les libertés individuelles qui reculent, quand je vois des fausses informations dans les journaux.
dans les journaux télévisuels, quand je vois des chaînes d'opinion, ça je ne pardonne pas du tout et je ne sais pas quoi en faire. Oui, on sent que tu as très peu d'indulgence à cet endroit-là et je te comprends. Moi, ce qui me met en colère, c'est à chaque fois que je reprends conscience du risque que c'est supplémentaire dans la vie que d'être une fille et une femme. Voilà, de à quel point c'est un risque, comme un risque accidentel, quoi, mais c'est un risque supplémentaire dans ce monde, en France. Et ça entame aussi nos libertés. Moi, il y a des choses que je ne ferai jamais. Aller faire un footing la nuit seule, j'évite, par exemple. Voilà, ça me fâche. On est empêché, on doit s'empêcher pour minimiser les risques le plus possible. Ça me met en colère. Comment vous faites alors, justement, chacune pour absorber cette colère et peut-être en faire quelque chose? Ça passe beaucoup par l'écriture, justement. Pouvoir ouvrir un film par cette phrase « j'ai le droit d'être en colère », moi, c'est un truc que je revendique, on a le droit d'être en colère, en fait. Voilà. Et moi, c'était important d'ouvrir le film là-dessus. Voilà, j'en fais des films, j'en fais de la matière à réflexion, j'en fais pas de l'agressivité. Voilà. Je pense que ça, c'est important. Et puis, ça nuit au discours, donc c'est important de ne pas en faire de l'agressivité, mais voilà. Dans une scène avec toi, Laetitia, ton personnage, qui est une toute jeune maman, danse avec son bébé dans les bras sur une petite chanson d'Anne Sylvestre, artiste précurseuse et féministe. J'imagine que cette petite chanson n'a pas été choisie au hasard, non, Mélisa. Pas du tout. Pourquoi c'était important pour toi qu'elle soit là, Anne Sylvestre? Est-ce que c'est une artiste que tu as beaucoup écoutée? Oui, bien sûr. À tes enfants? Et c'est aussi une grande militante. Et c'est aussi quelqu'un qui a écrit beaucoup de chansons pour les enfants, mais pas des chansons, pas des chansonnettes, pas des chansons tout à fait innocentes, toujours des chansons qui transmettent quelque chose. Ouais. Avec une double lecture. Absolument. Ouais. Donc c'est le cas de Lulu le ver luisant, qui raconte l'histoire d'un ver luisant et de sa ver luisante. Je ne sais pas si on dit ver luisante, mais enfin... Disons-le voilà. comme ça. Et qui s'appelle Charlotte. Et Charlotte, elle aime bien briller. Voilà, ça lui fait plaisir de briller. Et Lulu, il ne l'entend pas de cette oreille. Donc, Lulu devient violent. Et ça raconte ça, en fait, aux enfants. Ça explique que voilà, Lulu entend décider de ce que fait Charlotte. Et ça, c'est pas possible. Ça, et donc, dans le film, le personnage de Laetitia dit à son fils « Il est con, Lulu hein !» Oui, voilà. Il le marmonne un peu, mais on l'entend très bien. Elle dit « Oh, il est con, celui-là, Lulu !» Porter cette chanson à ce moment-là, pour moi, c'était très amusant parce que moi, je la connaissais pas. C'était émouvant parce que je la connaissais pas. Et puis, c'était... Moi, j'ai pas d'enfant, donc porter un enfant, un bébé, je me suis entraînée et j'étais... je me sentais pas forcément légitime. J'avais peur de toute cette facette de mon personnage, d'être mère avec des problèmes de maman, parce que je suis pas mère moi-même. Et avoir cette chanson avec ce bébé, danser avec le bébé, être responsable de ça, c'était une grosse responsabilité qui m'était donnée. Et en fait, dans cette scène, je suis très très émue en vrai d'avoir la chance de traverser ce truc de la maternité, qu'on me fasse confiance pour le faire, alors que tenir un bébé, c'est physique, quoi. C'est très troublant. C'est beaucoup. Ouais. On parlait d'artistes féminines qui a bercé notre enfance. Je voulais qu'on fasse une petite dédicace quand même à Lio, que j'ai eu la chance de recevoir dans mon podcast, et qui a été une des premières à prendre la parole publiquement sur son histoire personnelle et sur les violences qu'elle a subies. Et on la salue d'autant plus que vous allez voir le courage qu'il fallait à l'époque pour parler librement de ces sujets. Mais je suis très amoureuse de lui. Toujours? Oui, mais je ne veux plus jamais vivre avec lui. Ah bon. C'est différent. Vous allez vous revoir quand même? Non, on n'a pas le droit. Bon, vous êtes un peu disputés, bon, on n'est pas là pour dire ça, donc lui, il a quand même pris 2 mois ferme. Hein. Oui? Ouais. Oui, mais moi, j'ai pris un nez cassé et un coup en vrac. Ouais, d'accord. Mais vous avez pas porté... Vous dites, j'ai pas porté plainte par vengeance, vous avez quand même un peu porté plainte, sinon on n'a pas pris 2 mois ferme. Mais j'ai porté plainte.
Elle est formidable, cette femme, Lio. Et c'est ce que je trouve beau, c'est qu'en plus, elle a la mesure. Moi, je ne sais pas si j'aurais la mesure de... Le grand calme avec lequel elle le reprend et elle explique sa démarche est assez impressionnant parce qu'en face, ce qu'elle reçoit est hyper dur, quoi. Oui, ce côté, bon... Oui. Vous dites que vous n'avez pas porté plainte, mais enfin bon, quand même, il focus sur les 2 mois fermes. Oui, c'est ça. C'est le problème, Et c'est non pas le nez cassé, sur le c'est nez 2 mois cassé. ferme. Ouais, c'était violent. J'ai eu un nez cassé. D'accord, mais... Ouais. C'est fou, hein. Ouais. Oui. Après, oui, globalement, c'est une époque et une émission en particulier où les femmes n'étaient pas très bien traitées en plateau. Donc, voilà. Je sais pas, je me dis que dans ce qu'on vient de voir, il y a une forme d'ignorance, en fait, de la part de cet homme sur ce que ça peut être que d'être victime de violences conjugales. Et cette ignorance ne lui permet pas de se mettre à la place de Lio à ce moment-là. Donc voilà, s'il y a ce type de brèche à combler, et si le film peut le faire, moi je suis très contente. Voilà, si les hommes viennent en salle, les hommes et les femmes bien sûr, et si ça comble des brèches d'ignorance et donc si ça améliore l'écoute et le dialogue, bon, tant mieux. D'ailleurs, dans le film, il y a quelques figures masculines, on en parlait tout à l'heure, pas beaucoup. Il y a une figure d'homme dans le film qui n'est ni montrée à l'écran, ni mis en avant, ni sauvée. Ce sont les hommes violents, qui sont jamais montrés. Mélisa, tu ne leur fais pas l'honneur d'avoir une représentation quelconque ou un temps de parole. Est-ce que c'était le moyen pour toi qu'il n'y ait aucune excuse possible pour ce type d'homme ? Moi, je me suis d'abord demandé comment donner la place la plus large possible aux femmes et à leurs paroles. Donc, j'ai pris le film par ce biais-là. C'était vraiment le principe, le parti pris du film. Aussi de montrer ces femmes victimes de violences qui redeviennent sujet de leur histoire, en fait. Sujet parlant, agissant de leur histoire et plus objet d'une violence qu'un homme leur impose. Donc ça, c'était de toute façon, moi, le parti pris que j'avais envie de prendre dans le film. Par ailleurs, c'est vrai que un film, là, le film, il fait 1h50. C'est peu de temps. Et effectivement, j'avais pas très envie, de toute façon, de consacrer du temps de pellicule, même si on est en numérique, à ces hommes violents. Voilà, du temps, en fait. Voilà, je voulais que ce temps soit dédié à ces femmes, à ces soignantes et à leurs patientes le plus possible. C'était hyper important. D'ailleurs, il n'y a aucune scène de violence explicite dans le film. Et moi, je trouve que c'est aussi un acte fort d'avoir su réaliser un film sur les violences où aucune femme n'a eu à tourner des scènes où elles auraient dû subir des violences, même chorégraphiées, même jouées. Est-ce que c'était une vraie volonté de ta part, ça, Mélisa ? Oui, moi-même, pour de faux. Comme réalisatrice, je me vois pas mettre des actrices dans cette situation. Même si on sait que c'est une fiction, etc., c'est quand même des choses qui sont violentes à jouer. Violente à mettre en scène. Moi, je n'ai pas envie de ça sur mon plateau. Voilà. La notion de féminicide est également présente dans ton film, toujours de manière subtile, à travers un personnage en particulier. Est-ce que vous savez depuis quand existe ce mot, féminicide ? Non, moi pas. Non, mais ça ne doit pas être si vieux. J'étais étonnée de voir qu'effectivement, c'est pas si vieux. Ah oui. Cassandre et son amie Ouria randonnaient dans un village argentin quand elles sont tombées dans un guet-apens. Les étudiantes ont été battues, violées et tuées. 8 hommes sont aujourd'hui inculpés. Les Argentins ont un mot pour qualifier ce genre de crime contre les femmes, le féminicide. Un terme qui a frappé Jean-Michel Bouvier au point de vouloir introduire cette notion dans le droit français. Ce féminicide, finalement, serait traité comme un crime contre l'humanité, même s'il ne vise qu'une ou deux personnes, parce qu'on les a niées. C'est pas le fait, je dirais, d'inscrire dans le code pénal qui change les choses. Mais le juridique, c'est aussi des signaux qu'on porte. Voilà, donc 2011. Ouais. C'est fou. Et ça a été introduit dans le dictionnaire en 2015, il me semble. Donc, c'est... Et dans le code pénal encore plus tard. Donc, donc tout ça est quand même très récent. Le collectif de ces femmes dans le film rend hommage au féminicide avec l'énumération. Il y a une scène d'énumération de victimes qui est très forte. C'était important
pour toi que cette liste, ce côté décompte existe dans ton film? Bah oui, tous les ans, c'est comme un métronome en fait. Ces chiffres, ils changent pas. Derrière ces chiffres, il y a des femmes. Il y a des femmes très âgées, il y a des femmes très jeunes, il y a des femmes de tous les milieux. Je vois les notifications tomber régulièrement. Une nouvelle victime de féminicide, c'est comme un métronome. Ouais. Le rythme ne change pas, les statistiques ne bougent pas. Malgré tout, ce qu'on tente de faire pour ça, donc ça, moi, comment ça rythme mon année à moi, puisque ces informations me parviennent, je trouve ça fou, en fait. Dans le film, il y a une séance photo que j'adore, qui est un atelier estime de soi organisé dans la Maison des Femmes, ça, oui. Qui, j'imagine, existe vraiment. Existe vraiment. J'ai trouvé ça hyper beau de montrer le regard des femmes entre elles, sur elles. Et c'est vraiment une mise en abîme de ton travail, Mélisa, ton female gaze, des femmes regardées, montrées par d'autres femmes. C'est vrai que ça change tout. Et c'est vrai que cette séquence est tellement réjouissante où on les voit juste en un redressement d'épaule. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Et c'est magique. Elle était comment cette séquence à tourner pour toi, Mélisa ? Elle était super et assez émouvante. Toute l'équipe regardait ces femmes aussi, et puis ce qu'elles incarnaient à ce moment-là du film, ce qu'elles incarnaient du discours du film et du message du film, quoi. Donc c'était chouette. C'était chouette. Beau. Elles sont magnifiques. Alors d'ailleurs, en parlant de regard, il y a ce moment où le personnage de Karine Diard, qui est donc gynécologue, comme Rada Hatem, elle tend un miroir à une femme excisée et elle lui demande « Vous l'avez déjà regardé ? Vous l'avez déjà regardé votre sexe ?» C'est important de connaître son anatomie, elle lui dit. Et bon, la patiente dit non, jamais. Et donc, elle lui tend ce miroir. Alors, figurez-vous que pour nous aussi, c'est un mantra chez Bliss. Et on en a fait un petit miroir que je voulais vous offrir. C'est des petits miroirs qu'on glisse dans des kits pour la maternité qui sont spécifiquement faits pour regarder son sexe après avoir accouché. Incroyable. Wow. Accouché par voie basse. Voilà, il y a marqué moi, It's okay, it's you. Donc je vous en offre un à chacune. Et c'est vraiment un miroir qui est symbolique, mais qui invite les femmes à regarder entre leurs jambes, en fait, à regarder leur intimité. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais quand on a accouché par voie basse, ou d'autant plus quand on a été excisé, c'est vrai que c'est important pour se reconnecter à son corps et à son intimité. Et je voulais vous demander à toutes les deux si ce film avait changé, vous, la façon dont vous investissez votre corps de femme. J'ai pris la résolution de me foutre un peu la paix, voilà. Si je peux résumer ça comme ça, enfin voilà, mon corps est ce qu'il est, et il est un véhicule efficace. Donc pour faire tout ce que j'ai à faire, et il me suit dans mes trucs, donc c'est super. Mais voilà, on connaît toutes les injonctions quand on est une femme, voilà, tout ça peut peser. Et là, j'ai décidé de me foutre un peu la paix. Je me dis, en fait. Voilà. T'as bien raison. Et toi, Laetitia ? Moi, c'est un film qui est aussi arrivé à un moment qui a beaucoup questionné ma féminité. J'avais sorti mon film, j'étais un peu en burn-out, j'étais en transition hormonale avec la périménopause, tout ça. Et je vivais ce film. Et donc, ça m'a pris un temps de digestion après le film, d'1 mois, je dirais, 2 mois. Et toute cette année, ça m'a donné aussi la force de me reconstruire, de redécouvrir ma sexualité. Je suis retombée amoureuse, j'ai mon diplôme de prof de yoga, je suis allée vivre en Espagne, en Grèce. Ça m'a donné la force de me dire que ma vie de femme, parce que je travaille énormément, mais ma vie de femme, elle était importante, je la connaissais à peine. J'étais en train de changer de vie de femme. Et en fait, ça a été un peu
le sol pour rebondir, même si c'était... je suis hyper contente d'avoir fait, c'est pas du tout... Mais ouais, ça m'a vraiment... Ça a été important pour moi, ouais. C'est beau, c'est chouette, ouais. Alors, ton personnage, Laetitia, a aussi une histoire personnelle forte en parallèle de celle des femmes qu'elle suit en tant que sage-femme, puisque ton personnage est une sage-femme. Tu es donc une jeune mère en plein postpartum qui galère entre l'allaitement, le boulot prenant, une vie de couple qui prend cher, puisque vous vivez clairement le baby clash, je sais pas si tu sais, ça s'appelle comme ça, le baby clash. Et à un moment, tu dis, je suis une mauvaise mère, j'adore mon fils, j'adore mon boulot, j'adore mon mec, mais ensemble, ça marche pas. Je veux tout, je veux pas choisir. Donc là, on est au cœur de l'ambivalence maternelle qui fait tomber évidemment le mythe de la mère sacrificielle. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui pour les femmes, pour les mères, de tout avoir ? Et quel regard vous portez sur les mères qui vous entourent ? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles parviennent justement à se foutre un peu la paix ? Tu parlais de se foutre la paix, Mélisa. Est-ce que vous avez l'impression que les mères qui vous entourent se délestent de plus en plus des injonctions qui pèsent sur elles ? J'espère. C'est pas simple. Ça questionne beaucoup. Moi, les questionnements que porte le personnage de Laetitia dans le film sont des questions que je me suis posées moi, puisque je fais un métier qui prend de la place. Et donc, je me suis posé ces questions-là à un moment de savoir qu'est-ce que je pouvais sacrifier ou pas à mes enfants et à ma vie de famille. Et en fait, je me suis rendu compte que juste la simple idée de se dire je vais sacrifier quelque chose à d'autres êtres humains, quand bien même ce sont mes enfants, déjà ça biaise le rapport avec mes enfants. En fait, j'avais pas envie de rentrer dans cette relation de toute façon avec mes enfants. De un jour pouvoir me dire ou leur dire mais enfin tu te rends compte, je t'ai sacrifié ça. Ça c'est vraiment pas envisageable pour moi dans ma relation avec mes enfants. Donc du coup, je veux tout et c'est pas toujours simple. Après, j'ai énormément de chance, c'est que je vis avec quelqu'un de formidable qui s'occupe très bien de nos enfants que je croise en ce moment. Oui, comme plus maman que je ne les vois, voilà. des salles de cinéma. Mais donc ça rend les choses possibles d'avoir ce partenaire dans la vie. Sinon, c'est plus compliqué. Mais oui, moi, c'était important justement de ne pas rentrer dans ce rapport qui me paraît toxique, moi, de me dire je sacrifie quelque chose à quelqu'un. Et donc, à un moment, je vais attendre un retour sur investissement, en fait. Ça me plaisait pas du tout. Donc, voilà. Franchement, tout ce côté que tu avais écrit de ce personnage, je trouvais ça tellement moderne et presque subversif de le dire et très important pour le public d'entendre ça. Toutes ces réflexions sur la place de la maternité, il y avait une phrase à un moment qui était je veux bien que mon fils me reproche de ne pas avoir été assez là, mais moi, je ne veux jamais lui en vouloir. Moi, je suis tellement contente de pouvoir accompagner, porter ça, incarner. Ouais. Et oui, effectivement, moi, je suis dans d'autres problématiques parce que je suis dans la problématique de trouver quel est le sens de sa vie quand on n'est pas maman. Et l'un des sens, c'est aussi de pouvoir être actrice et de pouvoir parler, défendre d'autres chemins de femmes qui ne sont pas le mien. Le fil conducteur du film, c'est donc comment sauver la maison des femmes, avec une Karine Viard qui se démène pour trouver des financements. Elle tente vraiment tout. On sent que ça prend pas trop. Bon, et puis à un moment, elle est dans cette salle où elle vient défendre la maison des femmes auprès de costard-cravate. Et puis là, le comité de direction fait son entrée. Et le comité de direction, c'est 3 femmes. Et alors, même nous, en tant que spectatrices, on fait « Ah !» Parce qu'à ce moment-là, on sait que ça peut tout changer. Alors, je vous propose aujourd'hui de composer notre comité de direction idéal avec des femmes qui vous inspirent. Ce serait qui, votre comité de direction de Queen ? Je vais dire quand même Marine Tondelier, mais au-delà... J'adore, elle ramène de la pensée et voilà, j'aimerais bien qu'elle soit là. Ok, très bien, donc ça fait une. Moi je mettrais Rada, elle est quand même diablement efficace. Rada. Je mettrais bien aussi Emma Javot, ma productrice. Dans le binôme, moi je suis la timide, la réservée, la pleine de doutes et elle enfonce les portes. Il nous faudrait une philosophe. Philosophe, ça se discute. Nicky Doll, je mettrais bien une drag queen en vrai. Ouais. Voilà. Très bien. Cool. Nicky Doll. Pour amener un peu de
de fun. Tout d'un coup, là, j'ai cette vision Ouais. de ce comité de Elle est direction pas mal. qui rentrerait en réunion. Je trouve ça assez classe. Je pourrais mettre Rebecca Chaillon juste avant de partir, qui est une grande militante Ok. et, Eh ben voilà. et grande Eh ben artiste voilà. de théâtre. C'est quand la réu, on veut faire partie Ouais. de ce moment. Alors, il y a plusieurs scènes de fête, de joie, de communion qui viennent comme des respirations, comme des pansements dans le film, après des moments un peu intenses d'ailleurs. Je pense évidemment à la scène de danse dans le bar sur Céline Dion, qui est d'ailleurs, figurez-vous, la scène sur laquelle, la chanson, pardon, sur laquelle termine notre spectacle, le Bliss Show. Ah, oui, génial. la prière païenne de Céline Oui. Dion, c'est vraiment culte Oui. pour nous. Chez Bliss, on croit très fort que porter des combats difficiles ne peut se faire que si on arrive à garder la joie, justement. Que l'intensité de la vie, parfois, mérite quelques danses et quelques karaokés, ça fait du bien. C'est quoi, vous, votre moyen de relâcher la pression dans la vie quand elle se fait trop forte et quand le plexus, là, est un petit peu trop asphyxié? C'est bête, mais c'est de me rendre compte qu'en fait, je pourrais pas avoir une plus belle vie que de me battre ou de défendre des valeurs auxquelles je crois. Et en fait, rien que de me remettre dans ce mode de pensée-là, Oui. ça me redonne de l'énergie, en fait. Dans ces moments-là, je peux rester quand même fidèle à Céline. Ouais. Du coup, en vrai... Tu l'as mise dans ton film oui. vraiment parce que Oui. c'est toi-même une chanson qui te fait L'album du 2, bien. que j'ai essoré adolescente, très très fort au casque, de manière à pouvoir beaucoup m'agiter dans mon salon. Voilà, ça Ouais. marche. Ça marche. En tout cas, dans les bons et dans les mauvais moments. Ouais, ça marche exactement, pour les deux. ça marche pour les deux. En tout Ouais. cas, cette séquence est tellement réjouissante. On sent que, je sais pas dans quel mood vous étiez sur le tournage, mais Très réjouissant. oui, Oui, on oui. sent vraiment Ouais, un lâcher prise à ce moment-là qui fait du bien. Ils avaient travaillé la Corée. Ah ouais. Ils avaient fait toute une Corée dessus et tout. Ah non, mais ça marche trop bien. Alors, j'aimerais terminer ce moment ensemble en citant une phrase qui a vraiment résonné très très fort pour moi, qui est une phrase prononcée par le personnage de Karine Viard. Elle dit « Même si on a l'impression de vider la mer à la petite cuillère, je suis extrêmement fière de le faire avec vous. » Et après, elle enchaîne, elle dit « Allez, au travail. » Après tout ce que vous avez dû entendre et voir en préparant, en tournant ce film, en l'incarnant, est-ce que selon vous, il y a encore de l'espoir? Ah là là, oui. Il Oui. faut Un grand espérer, oui. il faut avancer pour éviter de reculer. Oui. Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Moi, je crois beaucoup aux plus jeunes générations aussi qui arrivent, même s'ils sont pris entre deux feux, entre ce féminisme concret et joyeux et puis ce masculinisme qui tente de nous faire marche arrière. Mais moi, je crois beaucoup aux jeunes qui arrivent. Je parle comme une très vieille personne. Ouais, alors, non, mais les 18-25 ans, moi, je leur fais vraiment une grande confiance. Ouais. Voilà. Donc, j'ai de l'espoir. Moi, j'ai l'impression qu'on est tout en train de se faire avancer en ce moment. Par ce qu'on dit, par comment on s'écoute. Et que ce chemin, il est beau. Il faut juste le faire grandir. Mais oui, il y a beaucoup d'adversité, il y a beaucoup de choses. Mais toujours l'espoir. Ouais, toujours l'espoir. Toujours. Enfin, toujours le bonheur de construire ensemble, en fait. Donc, l'espoir. Merci beaucoup, Laetitia. Merci beaucoup, Mélisa. Merci. On Merci ira à toi, voir Clémentine. et revoir et on criera sur tous les toits à tout le monde d'aller voir La Maison des Femmes qui sort là très bientôt, le 4 mars, très dans bientôt. toutes les salles de France. Merci encore, mesdames, d'avoir Merci. été là. Belle route à ce film. Merci beaucoup. Allez voir La Maison des Femmes le 4 mars en salle.